Voici donc la leçon 4 de la philosophie de la nature qui continue avec les rappels et logiques. Et cette fois-ci, nous sommes dans l'étude de la deuxième opération de l'esprit, laquelle consiste dans le jugement qui est exprimé par la proposition dans le langage. Qu'allons-nous dire du jugement? On comprend assez facilement ce qu'on entend par jugement. Il ne s'agit pas du tout du jugement moral, de celui par lequel on se prononce sur le bien ou le mal pour telle action, en disant par exemple que le vol est un mal, ou que le crime est mauvais, est un péché. Nous sommes dans le jugement moral. Là, il s'agit, par le mot de jugement, de ce que nous faisons lorsque nous nous prononçons intérieurement sur les choses, en disant ceci et ceci, ceci et cela, ou bien en niant une chose d'une autre. Le jugement, donc, qu'on exprime par la proposition est ce qui a la capacité d'être vrai ou faux. C'est l'une des qualités du jugement, en fait. Nous avions parlé de la première opération d'esprit, c'est-à-dire de la simple appréhension. Elle n'a pas le pouvoir d'être vraie ou fausse. J'entends par là qu'elle ne s'exprime pas sur le réel, elle ne se prononce pas, elle ne s'engage pas, elle ne prend pas de risque. Elle ne dit rien, en fait. Elle ne fait qu'appréhender les choses, elle ne fait que recevoir. Tandis que lorsqu'on exprime une proposition, à l'écrit ou à l'oral, on se prononce, on risque. Et d'ailleurs, dans la formation de l'homme, il est important d'apprendre à juger, d'apprendre à se prononcer, à dire ceci et cela. Se prononcer, bien sûr, de façon prudente, sans aller trop vite, sans manquer de peser au préalable ce qui nous permet de juger de telle et telle façon, mais de se prononcer quand même, et donc de prendre le courage de la responsabilité. Le jugement rend responsable. Et une vraie formation de l'homme, et de l'enfant bien sûr, comprend la formation au jugement. Ce jugement donc, parce qu'il se prononce sur le réel, est ou bien vrai, ou bien faux. Ça ne veut pas dire qu'on sait toujours quand il est vrai ou quand il est faux, ou qu'on le sait toujours avec la certitude qu'on souhaiterait. Mais lui-même, intrinsèquement, est ou bien vrai ou bien faux. Le jugement, comme toute chose, se classe selon différentes catégories. Nous avons vu précédemment que classer une réalité, c'est aussi la diviser. Les deux mots peuvent être pris l'un pour l'autre. Et pour la diviser ou la classer, il faut savoir sous quel rapport on divise le jugement ou la proposition. Eh bien, nous allons d'abord les diviser, les propositions, au jugement. C'est la même chose que l'on divise les propositions qui sont l'expression dans le langage du jugement ou que l'on divise le jugement lui-même, ça revient au même. Eh bien, on divise les propositions d'abord en simples et complexes, ou simples plutôt et composées. Une proposition simple, c'est précisément celle dans laquelle on affirme ou on nie. Pierre est italien, Pierre n'est pas italien, sont des propositions simples. Une proposition composée, c'est une proposition dans laquelle ce qu'on affirme ou ce qu'on nie, ou bien ce dont on affirme ou ce dont on nie, est précisément une proposition. En d'autres termes, la proposition composée est faite de propositions, ou moins d'une proposition. Si je dis par exemple, s'il fait beau, nous sortirons demain, eh bien, nous avons là une proposition composée. Ou bien, que cet homme soit coupable n'est pas évident, eh bien, c'est encore une proposition composée, parce que ce qui n'est pas évident, c'est que cet homme soit coupable. Or, que cet homme soit coupable, qui est le sujet de la proposition, ce dont on prédique que ça n'est pas évident, eh bien, que cet homme soit coupable, c'est une proposition. La proposition composée est donc faite au moins d'une autre proposition. Laissons de côté les propositions composées et intéressons-nous aux propositions simples. Ce que nous avons à dire ici, dans ces rappels de logique qui n'ont pour but que de nous préparer à l'étude de la philosophie de la nature, ce que nous avons à dire, c'est que les propositions peuvent se diviser de trois façons, principalement.
La première façon de diviser les propositions, c'est de considérer en elles le fait qu'elles affirment ou qu'elles nient. Rien de plus simple. Une proposition simple est une proposition qui affirme ou qui nie. Pierre est italien, proposition affirmative. Pierre n'est pas italien, proposition négative. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Deuxième façon de diviser les propositions, elle est prise d'après un fondement. On peut se rappeler que le fondement est le rapport sous lequel on divise quelque chose. Eh bien, cette façon de diviser les propositions se fait d'après le fondement, qui est le rapport du verbe au sujet et au prédicat. Pour dire plus simple, allons-y directement. Une proposition est ou bien nécessaire, ou bien contingente, ou bien impossible. Ces mots sont abstraits, mais qu'ils sont féconds, et qu'il importe de connaître cette façon de classer les propositions. Une proposition est dite nécessaire lorsque elle affirme quelque chose, le prédicat, d'un sujet, de telle façon que le prédicat doit convenir au sujet, donc doit être affirmé du sujet, de façon nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il en soit autrement eu égard à la nature du sujet. L'exemple le plus classique, que l'on retrouve, il est vrai, chez saint Thomas, mais on pourra en prendre d'autres, on n'est pas lié par les exemples, c'est le suivant, proposition. Pierre est capable de rire, bien sûr. Pierre, François, Gertrude, Catherine, qui que ce soit, à partir du moment où il est homme, est capable de rire. Il est nécessaire que Pierre soit capable de rire parce que c'est un homme. Cela relève de sa nature. Deuxième façon, une proposition contingente est celle où précisément ce qui est dit du sujet ne doit pas être dit nécessairement de lui. Cela lui arrive, mais il pourrait en être autrement. Si je dis par exemple Pierre est italien, eh bien il n'est pas nécessaire que Pierre, en tant qu'homme, soit italien. Il y a bien des hommes qui ne sont pas italiens, beaucoup. Pierre est italien, c'est donc une proposition contingente. Et si je dis enfin Pierre est un arbre, ou bien Pierre est un dé à coudre, cette proposition n'est pas nécessaire, on en conviendra, elle n'est pas non plus contingente, elle est impossible. Il est impossible que Pierre soit un arbre. Si l'on regarde les choses de près, il faut reconnaître que la proposition impossible, en fait, n'est pas une vraie proposition. On ne juge pas, on ne se prononce pas. On ne peut pas se prononcer sur l'impossible, à moins d'une certaine pathologie mentale. Et donc, la proposition est impossible est celle qui dit quelque chose qui ne peut pas être. Nous avons donc ces trois sortes de propositions qui font intervenir des adjectifs un peu abstraits, éthérés, mais combien profonds. Nécessaire est ce qui est et qui ne peut pas ne pas être, qui n'aurait pas pu ne pas être. Et contingent, ce qui est et qui aurait pu ne pas être, eu égard à la nature du sujet. Est impossible, ce qui n'est pas, et de toute façon n'aurait pas pu ne pas être, n'aurait pas pu être. Qu'on m'excuse, c'est lapsus de langage. Et donc impossible, ce qui n'est pas, et de toute façon n'aurait pas pu être. Dans la vie, il y a des choses qui sont nécessaires, des choses qui sont contingentes, et puis des choses qui sont impossibles. Des choses qui sont nécessaires, il y en a, et à vrai dire, il y a un seul être qui est absolument nécessaire, qui n'aurait pas pu ne pas exister, et pour lequel tout en lui est nécessaire. Cet être nécessaire, c'est Dieu. C'est un vertige. Je fais une petite parenthèse de métaphysique, et plus précisément de théodicée, c'est-à-dire de cette partie de la métaphysique qui s'intéresse à Dieu. Je fais donc cette petite parenthèse pour dire qu'il est vertigineux de considérer que Dieu n'aurait pas pu ne pas exister. Nous, qui sommes contingents, comme je vais le dire à l'instant, qui aurions pu ne pas exister, notre esprit est forcément fasciné et pris de vertige en songeant à un être qui n'aurait pas pu ne pas exister. Nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas à appréhender ce que c'est que pour un être
exister et de telle façon qu'il n'aurait pas pu se faire que cet être-là n'existe pas. Cela nous dépasse. Nous-mêmes, nous sommes contingents et nous dépendons de tellement peu de choses. Nos parents se sont rencontrés de façon peut-être fortuite, probablement. En tout cas, notre existence tient à un cheveu. Elle est là, cette existence, tant que nous sommes vivants. Notre âme et notre corps sont unis. Un jour, ils cesseront de l'être. Mais cette existence qui est bien là, qui est bien réelle, elle a tenu à quoi? À quoi a tenu que nous soyons conçus, que nous soyons nés, que nous continuions d'exister? En fait, nous sommes extrêmement facultatifs. Et cette considération qui a animé de nombreux saints de l'Église catholique, qui leur a permis d'entrer dans une voie d'humilité et dans une voie de contemplation de l'être nécessaire, précisément, leur a fait se souvenir qu'ils étaient mortels parce que contingents. Mais au-delà même de la mortalité, la contingence des choses est une réalité profonde qui nous donne un aperçu sur la caducité des choses de ce monde. Oui, nous sommes contingents. Et l'impossible alors, mérite-t-il que notre intelligence s'y attarde? Pas vraiment. Sauf qu'on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, la recrudescence des idéologies, les idéologies qui sont nées à l'époque moderne et qui ont culminé au début du XXe siècle avec des formes politiques et sociales telles que le communisme, le marxisme et le national-socialisme, et d'autres encore, que je ne cherche pas à renvoyer dos à dos, mais qui émanent au fond d'un même courant philosophique, eh bien, toutes ces idéologies sont des formes de véhicules de l'impossible. Et lorsqu'on cherche à imposer l'impossible à des populations entières, à des pays, à des hommes faits de chair et d'os et d'eau, qui ne sont pas, eux, impossibles, mais qui sont contingents, fragiles, lorsqu'on cherche à imposer l'impossible, on aboutit au malheur. L'échec retentissant de ces idéologies, hélas, anime toujours certains esprits à l'heure où cette petite vidéo est enregistrée, donc en 2021, eh bien, cette recrudescence des idéologies est une catastrophe pour l'humanité. Car lorsqu'on essaie de rendre l'impossible réel, on casse l'homme qui n'en peut plus de ce tour de force. Nous continuons notre division des jugements après ces considérations sur les différentes propositions nécessaires, contingentes et impossibles par une dernière division qui sera facile celle-là à assimiler, à digérer si vous me passez l'expression. C'est la division des propositions ou des jugements. Vous aurez compris que c'est la même chose au fond. Donc en fonction du nombre du sujet, on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Une proposition, selon le nombre, se divise en universelle, particulière et singulière. Les propositions universelles sont celles dans lesquelles les sujets sont universels. Par exemple, tout homme est mortel. Ou bien tout carré est une forme géométrique. Une proposition particulière est une proposition portant sur non pas toute la population relevant d'un concept ou d'une nature, mais une partie. Par exemple, quelqu'homme est italien, quelqu'homme est allemand. Et enfin, une proposition singulière est une proposition dont le nombre du sujet est 1, c'est-à-dire dont le sujet est singulier. Pierre est italien. Que faudrait-il ajouter à cette très simple classification? Troisième façon de classifier les propositions simples, rien, ce serait de trop. Nous terminons là notre classification des propositions et nous en arrivons à la troisième opération de l'esprit. Mais oui, nous avançons dans nos rappels de logique, fort heureusement, à savoir le raisonnement. Voilà, nous en venons aux rappels de logique sur le raisonnement qui sont nécessaires à l'étude de la cosmologie. Qu'allons-nous dire sur le raisonnement? Eh bien, dans cette vidéo, qui ne veut pas être trop longue, nous allons simplement le présenter tel qu'il est. Le raisonnement, c'est la troisième opération de l'esprit qui consiste à passer d'un jugement, ou plutôt de 2 jugements, ou plus, 3, 4, 5, 10, 20, à un jugement.
Le raisonnement permet, qui s'exprime dans l'argumentation, le raisonnement qui s'exprime dans l'argument, donc permet de passer d'un jugement de plusieurs à un autre. Celui dont on part, ou ceux dont on part plutôt, sont regroupés sous un seul mot, c'est l'antécédent. Celui auquel on arrive est regroupé aussi sous un seul mot, qui s'appelle le conséquent. Et la force du raisonnement, c'est-à-dire sa qualité probatoire, son inférence, c'est-à-dire ce qui permet d'aboutir au conséquent, donc à la fin du raisonnement, à partir de l'antécédent, c'est-à-dire au début du raisonnement, ce qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est la conséquence. La conséquence, c'est la logique, si l'on veut, du raisonnement. Mais gardons ce mot de conséquence. On va dans un raisonnement, dans tout raisonnement, de l'antécédent au conséquent en vertu d'une conséquence. Le conséquent, c'est la conclusion. Il n'y a guère de différence entre conséquent et conclusion. On pourra prendre l'un pour l'autre. L'antécédent, c'est ce qui précède le conséquent, c'est ce dont on vient, ce sont plusieurs propositions. Ces propositions rassemblées forment l'antécédent et elles sont appelées les prémices. Ça, c'est un mot du langage courant que vous aurez reconnu. Les prémices d'un raisonnement, c'est ce qui permet de parvenir à la conclusion. Il y a des lois, bien sûr, de nombreuses lois qui président au raisonnement, et nous les verrons dans la leçon suivante pour ne pas alourdir déjà ces quelques instants que nous avons passés ensemble. Je vous remercie, je vous dis peut-être à bientôt si vous continuez de suivre ces petits rappels et que Dieu nous bénisse.